et Chantal, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suis vraiment très honoré que vous soyez parmi nous parce que c'est vrai que je suis les activités de Louis depuis très longtemps et tout ce qu'il a pu faire. Même j'étais pas encore né, il faisait déjà plein de belles choses. Euh, donc c'est avec un très grand honneur qu'on vous reçoit et on est vraiment très heureux que vous ayez pu nous rejoindre et que l'on puisse faire cette conférence en ligne malgré toutes les contraintes sanitaires qui puissent y avoir. Au moins chacun est chez soi, il n'y aura pas de risque de contamination ce soir et vous pouvez quand même acquérir de la connaissance et écouter tout ce que Louis a à nous raconter en toute sécurité. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse la parole, Chantal et Louis. Et encore, merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Je vais juste, moi, dire quelques mots et après, je laisserai Louis. Alors, donc voici un peu, donc on a fait un peu un slide reprenant un peu tout ce que Louis a fait dans sa courte vie. Voilà, donc vous avez tout depuis le langage Shell au MIT quand il était il était tout jeune. Hein, le système météo où c'était vraiment 63, j'avais quoi, 23, non? Ouais. Non, plus que ça. Non, tu avais 22. J'avais 22. Ouais. Okay, ouais. Voilà. Et puis surtout, Cyclade et le datagramme avec le réseau Cyclade et tout le groupe des gens de Cyclade qui a vraiment été quelque chose de très, très important. Là, c'est en gros, on part de Shell, on part de Cyclade, donc du datagramme, et on arrive en bas, vous voyez, à RINA. Donc, la conférence va aller du début des années 70 à aujourd'hui, à 2020. Rappel de l'architecture de base du datagramme. Là, je laisse Louis expliquer en 2 secondes. À toi. OK. Donc, le terme datagramme, en fait, n'a pas été inventé à l'époque. On l'a inventé, je crois, en 75 ou 76. Enfin, c'est un collègue norvégien, je crois, qui l'a inventé. Enfin, peu importe, l'idée de transmettre des paquets indépendants et qui se retrouvent à la fin du parcours, pour les spécialistes de l'époque, ça ne pouvait pas marcher. C'était absurde. Alors évidemment, quand c'est absurde, il faut voir pourquoi ça serait absurde. Enfin, en réalité, l'histoire de paquets indépendants, c'est proche des capacités techniques de l'Internet. Donc pourquoi pas le faire? Alors c'est ce que nous avons fait. En fait, c'est rien de particulièrement miraculeux. Ce qu'il faut, c'est un système d'aiguillage des paquets au cours de leur parcours, de manière à ce qu'ils puissent passer indifféremment dans n'importe quelle branche du réseau. Ça apporte évidemment une grande capacité de fiabilité, parce que s'il y a une des liaisons qui est cassée ou saturée, eh bien, le trafic passe ailleurs. Donc ça, c'était évidemment un avantage très important. Bon, une deuxième chose qu'on a introduit là-dedans, c'est les paquets qui sont indépendants. On n'essaye pas de faire des circuits virtuels comme l'ARPANET du début, c'est-à-dire utiliser le principe de la queue leu avec un parcours unique qui est en soi sujet à problème technique. Donc ça a marché tout de suite. Il n'y a rien de mystérieux. Et c'est évidemment ce qu'on utilise à l'heure actuelle. Ça a été récupéré par nos collègues américains à partir de, je ne sais plus très bien, 77 par là. Ils ont vu que ça marchait. 1977, c'est là où l'administration américaine envoyait un fax à tout le monde pour dire qu'à partir de maintenant, on utilisait les datagrammes. Ils avaient quand même mis à peu près 6-7 ans pour comprendre, quoi. Donc, c'est ce qui marche à peu près partout maintenant. Bon, on peut dire maintenant que
l'industrie des réseaux considère que les paquets indépendants sont la base. Maintenant, certains réseaux spécialisés qui ont besoin de délais très courts ou de capacités très fortes peuvent utiliser des protocoles différents. Voilà, donc comment fonctionne donc le datagramme, à quoi ça sert, l'information, pourquoi des coupeurs de parquet, comment ça fonctionne. Donc on voit là que effectivement, nous on connaît que les lettres, mais les machines ne lisent que des chiffres, d'où l'apparition de numéros, donc de numéros IP, Internet Protocol, pour pouvoir communiquer de machine à machine. Donc, est apparue dans les années, la notion d'annuaire, c'est apparu à peu près quand, Louis? C'est apparu, je crois, vers 75. Sitôt que ça. Ça, Tito. Oui. La notion d'annuaire, donc, où en fait, ce que nous, on appelle un nom de domaine, donc un URL, est remplacé par un numéro d'Internet protocole qui permet d'aller chercher ce numéro-là dans les différentes machines. Où est basé ce numéro? Dans un annuaire de l'Internet tel qu'il est aujourd'hui géré par l'ICANN, c'est ce nom qui apparaît dans l'annuaire, c'est-à-dire un nom qui est en principe assez significatif, mais qui peut des fois être perdu parce qu'il y a des hackers qui peuvent s'en emparer. Alors, le terme technique, c'est un numéro qui actuellement peut comporter 6 ou je crois 10 chiffres et qui dépend du protocole en service. Voilà. Donc, on va vous expliquer que ceci n'est pas unifié. Alors, le problème de l'Internet actuel, pourquoi il y a un problème dans l'Internet actuellement, c'est qu'il n'y a pas de standard déjà. Hein. J'ai vérifié. Il y en a de plusieurs variétés. Par exemple, il y a IPv4 et IPv6. Oui, mais même IPv4, la seule chose qui commande l'Internet, c'est ce qu'on appelle les RFC, Request for Comment. On en est à 8600 RFC en juin 2019, donc il y en a encore plus de maintenant. Donc, qui peut se targuer de connaître le contenu des 8600 et quelques RFC pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans Internet, comment ça fonctionne, etc. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que Louis dit toujours que Internet est basé sur du sable et que c'est un gruyère. Parce que la technologie développée par les collègues de Louis américains, donc en 83, alors que je crois que c'est en 71 ou 72 que Louis a expliqué aux Américains comment fonctionnait le datagramme et en mettant même à leur disposition un ingénieur pour les aider à le développer. Et il a fallu presque 10 ans et ils n'ont pas développé le datagramme. Ils ont développé quelque chose qui n'est pas exactement le datagramme. Ils ont fait vite et ils n'ont pas réussi. Donc, le problème, c'est que l'Internet actuel ne permet pas de gérer la diversité linguistique. Ceux qui connaissent Louis savent que c'est un mantra qui revient très souvent, les langues, les humains et leurs langues natives. On n'est pas tous obligés de parler et écrire l'anglais dans le monde. Il y a des gens qui ont des langues qui ne sont pas latines et qui ont beaucoup de mal avec Internet à cause de ça. Et puis la sécurité des échanges. Donc, la version actuelle de TCP/IP, c'est difficile d'être sécurisé. On peut rajouter des RFC, mais enfin bon, ce ne sont que des patchs. Quand il y a des milliers de RFC, il y a forcément des sites qui sont à la version machin, d'autres à la version truc. Enfin, ils sont rarement tous à jour en même temps. Donc, il peut y avoir des erreurs qui se produisent par le fait que les gens utilisent des RFC, mais pas les bonnes. Alors ça, c'est pour dire une maladie qui appartient à tous les systèmes qui n'ont pas
un contrôle mécanique de la correction des protocoles utilisés, étant donné qu'une grande liberté reste aux usagers pour se mettre à jour. Alors, à part ça, il faut aussi considérer que l'Internet, ce n'est pas très simple quand on veut regarder la totalité de ce qui a été introduit. Donc, ce type d'erreur doit être entièrement prévisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de supposer que l'Internet est totalement fiable. Il ne l'est pas. Alors, mais de quel Internet parle-t-on? Parce qu'on parle d'un Internet, l'Internet avec un grand I. Ben non, il n'y a pas un Internet, il y a des Internets. Il y a des réseaux interopérables. Hein, donc, on voit là les routes serveurs donc, de l'ICANN, oui, chez l'ICANN, où il y a des milliers de serveurs. Chaque petit rond correspond à des centaines de serveurs dans le monde. Ça, c'est le réseau de l'ICANN, c'est le réseau qu'on utilise tous les jours quand on va sur Internet normalement, si on peut dire, sauf si on a l'idée bizarre d'aller sur Google ou même sur le navigateur de Google, Chrome, auquel cas, sans vous le dire, Chrome change vos numéros de DNS, donc les numéros qui correspondent à un réseau qu'on appelle une racine. L'ensemble des DNS d'un réseau, c'est donc une racine. Il y a la racine de l'ICANN, il y a la racine de Google, qui a presque maintenant autant de machines que l'ICANN, et qui, ça ne se voit pas parce qu'ils utilisent, en fait, la base de l'ICANN est une base ouverte et libre que tout le monde peut copier. Donc, c'est la base de l'ICANN pour l'instant. Mais quand vous êtes sur Chrome et que vous allez voir vos DNS, vous allez voir qu'ils vous les ont changés sans vous dire, sans vous prévenir. Et puis, bon, en exemple, là, il y a les serveurs d'OpenRoute. On en a à peu près 29 pour l'instant. On va en avoir un peu plus vers l'Asie bientôt. C'est pas du tout la même gestion, évidemment. On est un tout petit réseau. Donc, ce n'est pas la même gestion que celui de l'ICANN. Hein. Nous, on active les serveurs quand les gens en ont besoin. On dit, oh, tiens, j'ai des clients là, je vais activer un serveur. Mais sinon, on a des serveurs dans le monde entier. Donc, il y a plusieurs mouvements dans Internet depuis ces 5 dernières années, essentiellement, qui est un mouvement fort pour refaire un Internet plus citoyen, sécurisé, et qui soit plus par rapport à donc que tout ne soit pas basé aux États-Unis. Ce mouvement en Europe, c'est le mouvement des NGI, les Next Generation Internet, qui est géré par quelqu'un qui est là, Monique Callisti, qui est une Suisse, une dame suisse qui a très très bien lancé ce mouvement. C'est un mouvement qui est absolument partout en Europe. On voit la carte, il y a des NGI partout en Europe. Il y en a même en France, à noter. Le dernière réunion, en 2020, il n'y en a pas eu, ça devait être au mois de mars, donc ça sera 2021. Et à chaque fois, donc, on est 200 personnes. Je ne vois pas la réunion en 2016, c'était Rome. Rome était une réunion très importante puisqu'il y avait absolument tout le monde. Il y avait les gens de la Commission européenne, il y avait tout le monde. Et c'était vraiment l'ensemble des gens qui voulaient refonder un Internet, on peut dire citoyen, même si en tant que tel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais un Internet avec une souveraineté numérique européenne. Alors, l'Internet, donc, vous avez commencé à soupçonner qu'il n'y a pas un Internet. Il y a une grande biodiversité dans l'Internet. Il y a beaucoup d'Internet. Il y a évidemment l'Internet de l'ICANN, hein, qu'on reconnaît tout à fait avec ces petits poissons charmants. Et puis, il y en a plein d'autres dans le monde. Il y en a plein. Il y en a depuis 2006. Depuis 2006, il y a un Internet chinois en chinois pour la Chine continentale, la Grande Muraille. Et cet Internet chinois
a été fait suite à des réunions internationales où les Chinois ont vu que les Américains ne laisseraient jamais la racine de l'Internet devenir internationale. Donc, ils se sont renseignés. Louis a fait plusieurs sessions de formation à Genève et en un an, ils avaient leur Internet chinois, en chinois. Donc, tout le code est en chinois, absolument. Et c'est un Internet qu'on ne peut pas, on ne peut pas y aller de l'extérieur. Ce n'est pas le point CN. Le point CN, c'est l'Internet en chinois pour les Chinois, mais dans l'Internet de l'ICANN. L'Internet chinois, il y a des millions et des millions d'internautes dedans. On ne le voit que quand on est dans la Chine et dans la Chine même pas profonde. On va dans un hôtel qui n'est pas un hôtel international ou 4 étoiles. Sur votre table de chevet, vous avez numéro Internet protocole à rentrer pour aller sur le réseau Internet chinois. Alors, combien y a-t-il d'Internet? Alors, c'est difficile à dire. Donc, l'ICANN gère une racine qui est l'Internet que les gens connaissent, l'Internet, comment on dit, l'Internet de tous les jours, quoi. Le legacy Internet. Mais on estime environ, Louis avait fait une étude là-dessus il y a quelque temps, environ 50 le nombre d'opérateurs de racines ouvertes. Racine ouverte étant une racine qui n'est pas celle de l'ICANN. Donc, pratiquement toutes sont américaines depuis 1995, donc même avant la naissance de l'ICANN, qui, elle, est née en 1998, donc même avant. Donc, on voit, là, on met quelques exemples. Et puis, depuis 2012, donc, il y a OpenRoute, qui est donc une racine ouverte européenne. Là, on vous met un petit peu les TLD, donc Top Level Domain, en français on dit extension, mais ce qui est impropre, c'est un TLD, qui sont donc implémentés depuis très longtemps et en dehors de l'ICANN. On voit qu'il y a un point capital, un point casino, un point beer, tout ça existe depuis très longtemps, même si ce sont des activités de niche. Alors, il ne faut pas prendre la fuite, parce que le fait d'utiliser des noms qui ne sont pas les noms de l'ICANN n'est pas très gênant si on a ses propres DNS. Il suffit de les constituer en mettant dedans d'abord les racines dont on veut se servir et qui sont privées, et puis par ailleurs, on rajoute des pointeurs vers le DNS de l'ICANN, ce qui fait qu'on peut s'adresser à tous les sites du monde entier, si on le souhaite, en tout cas tous ceux qui ont déclaré leur DNS. Ce qui fait que quand nous, par défaut, on met les DNS d'OpenRoute dans nos machines, et en fait, on va sur sncf.fr, etc. On va sur l'Internet legacy tous les jours de façon transparente, puisque dans toutes les racines ouvertes, il y a par défaut la racine de l'ICANN. Donc là, on voit un peu comment fonctionne une racine. Le plus important, c'est la fin, à savoir qu'il n'y a aucune gestion de contenu et que le fichier d'une racine ne pèse rien. C'était fait pour tenir sur une disquette. Donc, ça a peut-être un peu plus qu'une disquette maintenant, mais à peine. Alors, OpenRoute là-dedans, OpenRoute, donc, il utilise son propre réseau, indépendant de celui de l'ICANN. Et nous, on a un modèle économique qui est différent de celui de l'ICANN. L'ICANN, on n'achète pas un nom de domaine, on loue un nom de domaine de deuxième niveau. C'est-à-dire, on n'achète pas le .fr, on achète paris.fr. Ceux qui ont acheté le .paris, on peut parler de millions de dollars, hein, tellement ça a été vendu par l'ICANN très, très cher. Donc, en fait, quand on loue un nom de domaine de deuxième niveau, à savoir open-route.eu, c'est quelque chose qu'on loue, je ne sais plus combien, 12 € par an. Mais on le loue. Le jour où on ne le paye pas, hop, on nous le pique ou il tombe dans le lac. Alors que nous, OpenRoute, on a choisi une philosophie différente. On vend le TLD, uniquement le TLD, le point U, le point ce que vous voulez, le point OpenRoute, le point dont vous avez besoin.
Et après, comme vous êtes propriétaire de votre TLD, vous pouvez créer autant de noms de domaine que vous voulez et gratuitement. Hein, ce qui correspond à peu près dans les fusions-acquisitions, quand une entreprise en rachète une autre, ils sont bien embêtés parce qu'ils ont 2 réseaux avec des noms de domaine. Comment faire pour retrouver l'identité de la nouvelle société? Ben, avec ce système-là, c'est parfaitement possible. Et surtout c'est donc un système plus sécurisé. On ne peut pas dire que c'est sécurisé à 100%. Dans l'Internet, rien n'est sécurisable à 100%. Mais c'est plus sécurisé dans la mesure où c'est furtif, parce que tous les moteurs de recherche, ils ne vont pas chercher dans les racines ouvertes. Les moteurs de recherche, ils cherchent dans l'ICANN, c'est tout. Donc, en fait, ça correspond à des utilisations de niche ou de gens qui veulent avoir une seconde source, hein, par les temps d'attaque, de ransomware et autres. C'est important de pouvoir continuer à fonctionner. Donc, en seconde source, c'est très important. Ou alors, on s'en sert comme un intranet, extranet. Alors, cette facilité permet aussi d'avoir des noms de domaine qui ne sont pas ASCII. Par exemple, vous voyez, les sites, bon là, le .qi prize, c'est pour les jurys qui sont répartis dans le monde entier, donc ça leur permet d'échanger entre eux sans risquer de se retrouver dans Google. Et là, vous voyez, c'est le point Khanty-Manchik, qui est un colloque où d'habitude on va, qui est situé au fin fond de la Sibérie et qui est faite par l'UNESCO. Donc, ils ont, là, c'était la page pour 2018, Khanty-Manchik, donc dans toutes les langues. Et ça donne aussi la possibilité à des populations très spécifiques, par exemple la diaspora tibétaine, ils ont le point TI. Le point TI a évidemment été refusé par l'ICANN. Quand les Tibétains ont voulu demander le point TI à l'ICANN, les Chinois, non, il n'en est pas question. Donc, ils ont leur point TI. Voilà. Je vais arrêter les slides pour que Louis présente un petit peu RINA, l'historique de RINA. Ah, pardon. Tac. Alors, paf, voilà. Le besoin de RINA a commencé par le fait qu'il y avait besoin d'une plus grande, on pourrait dire, autonomie pour les top niveaux, pour les noms de domaine, enfin, les noms de domaine de premier niveau, dans le sens que certains pays n'en avaient pas, ou ils n'avaient pas les bons, et puis en plus, c'était relativement facile à hacker, c'est-à-dire un expert, même pas trop spécialisé, pouvait donner des adresses qui n'étaient pas celles, qui étaient celles de sites existants, ce qui lui permettait d'accéder à des domaines qui n'étaient pas les siens. Alors ça existe toujours, évidemment. C'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de vérification de l'unicité de tous les noms. Alors on peut les essayer au hasard, ou bien en profiter si on n'est pas coupé, si on ne se fait pas agresser par les gens qui ont été, on va dire, ennuyés par ça, quoi. Donc c'est un système qui est un peu trop ouvert de ce point de vue. Donc, le besoin, c'était d'être plus autonome. Bon, le deuxième besoin, on l'avait remarqué assez vite, c'est que quand l'ICANN s'est déclaré le monopole de gestion de l'Internet, on sentait qu'on était un petit peu dépossédé des moyens de pouvoir agir sur la structure de l'Internet. C'est là qu'on s'est dit, mais il y a besoin d'avoir la possibilité de quelque chose d'autonome au niveau réseau, c'est-à-dire la possibilité de créer des noms de domaine qui nous sont propres et surtout qu'on puisse mettre dans n'importe quel alphabet utilisé par les humains, c'est-à-dire des noms de domaine qui comportent par exemple le russe, le chinois, le javanais, l'arabe, ainsi de suite, quoi. Enfin, tous ces noms qui existent depuis très longtemps pour les humains, mais que l'Internet avait refusé de considérer. Alors, cela dit,
c'est là qu'on a créé d'abord un moyen technique de le faire. Alors pour le faire, c'était d'avoir un premier niveau de séparation entre la racine de lichen et nos racines. Alors c'est ce qui a donné naissance à OpenRoot, c'est-à-dire un système d'aiguillage qui est tout à fait comparable à celui de lichen, sauf que le dictionnaire qui sert à orienter, à aiguiller les paquets, ben, il nous est propre. Donc, selon le nom de domaine que les clients utilisent, ben, ils peuvent utiliser l'alphabet qui va avec leur nom de domaine. Et en fait, c'est pas très compliqué à faire. Évidemment, ce qu'il faut, c'est que les alphabets eux-mêmes soient précis. Alors, vous savez que l'arabe, c'est pas très précis. Il y a beaucoup de variétés d'arabe. Et puis, il y a des pays qui n'ont pas encore déposé leur alphabet. Par exemple, en Afrique, il y a encore des quantités d'alphabets locaux qui sont voisins les uns des autres, mais qu'on ne peut pas considérer comme étant stables. Ça, c'est impénétrable. Ça, c'est une chose normale parce que quand les choses sont en cours de développement, il y a évidemment des variantes qu'il n'est pas possible de contrôler parce que les gens qui les mettent en place sont en fait sont responsables pour eux-mêmes. Hein. Donc, s'ils préfèrent avoir des noms que les autres ne connaissent pas, c'est leur droit. Maintenant, s'ils veulent pouvoir communiquer avec une plus grande partie du monde, bien, ils ont intérêt à se rallier à un alphabet qui est déjà déposé. Enfin, ça fait partie de... Sachant que l'alphabet déposé, des fois, il y a des problèmes, puisque c'est un consortium qui numérise les langues pour le numérique, savoir l'Unicode. Et l'Unicode, c'est 19 personnes, je crois, toutes américaines. Enfin, il y a 18 Américains et un Japonais. Et donc, ils numérisent les langues quand ils ont que ça à faire, parce que depuis 2 ans, ils préfèrent créer des émojis. C'est plus drôle que de numériser des langues. Ce qui donne, par exemple, des aberrations comme la langue vietnamienne, où au Vietnam, il faut mettre, je crois, 4 ou 5 codes Unicode dans les machines pour avoir toute la langue vietnamienne. Leur monnaie, le sigle de leur monnaie a été créé il y a 3 ans seulement. Vous imaginez, ils étaient obligés d'écrire la monnaie en toutes lettres parce qu'ils n'avaient pas le sigle numérisé. Et ce n'est pas... c'est un exemple plus criant, mais il y a encore des alphabets où il manque des lettres. Bon, donc, quand il vous manque l'équivalent du E, il y a des gens qui ont fait des romans sans E, mais enfin, dans la vie de tous les jours, c'est quand même pas simple. Donc ça, OpenRoot permet d'avoir la vraie langue numérisée. Une fois que la langue est numérisée, on peut l'utiliser en entier, et donc pas d'avoir des XXNN, etc., comme les gens qui ont une langue non latine le fait avec l'ICANN. Je vais repartager pour vous parler maintenant donc de RINA. Voilà, donc RINA, c'est une nouvelle architecture. Ce n'est pas un logiciel, enfin, quoique Louis en parle en tant que logiciel. Mais ce n'est pas un logiciel, c'est une nouvelle architecture. Alors, pourquoi changer TCP/IP? Voilà ce qui était prévu un peu, en gros, en 1983, et voilà ce que ça donne maintenant avec les plateformes qui passent par-dessus, etc. C'est devenu un grand foutoir. Donc, depuis l'an 2000, l'UIT a lancé un appel d'offres pour trouver un système pour remplacer TCP/IP avec des critères extrêmement pointus sur la mobilité, sur l'interconnexion, etc., etc., et sur les langues, bien sûr. Et jusqu'à présent, il y a eu peu de candidats. RINA en fait partie. RINA a été étudié dans le cadre de l'ETSI, ETSI, qui est donc un organisme de normalisation, qui l'a trouvé très intéressant et qui l'a validé. RINA est en cours de validation pour je ne sais plus quoi, après l'ETSI, je ne sais plus ce que c'est, pour avoir une norme, pour être normalisé. Alors, qu'est-ce que c'est que RINA?
Voilà, là, je laisse Louis parler sur RINA parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi. Bon, RINA, c'est une évolution très, très fondamentale du fonctionnement de l'Internet. Et le créateur de ce nouveau système, c'est John Day, un collègue américain de l'université de Boston. Et il a passé un certain nombre d'années à réfléchir. Il a publié le premier livre là-dessus en 2008, 2009, je ne sais 2009. plus, 2009. Et c'est là où il y a tous les principes du fonctionnement de RINA. Alors le fait qu'il s'appelle RINA, c'est parce que ça veut dire Recursive Internetwork Architecture. Alors il y a là-dedans l'architecture, ça veut dire que ce n'est pas un programme qui s'exécute, ce n'est pas Windows, ce n'est pas Mac, ce n'est pas une version quelconque d'un logiciel reconnu. C'est simplement une manière de construire des systèmes de communication. Alors, ça veut dire que ça peut être différent, ça peut être construit par des individus, par des sociétés qui veulent avoir leur propre logiciel, et à mesure où, évidemment, ils vont respecter les contraintes de l'architecture elle-même, qui sont en fait, qui se résument en fait à une liste de principes et comment dire, pas de prototypes, hein, des listes de commandes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut obtenir de ce système? Eh bien, c'est comme dans beaucoup de systèmes informatiques, c'est-à-dire, c'est des commandes que l'on peut solliciter. Alors, elles sont sollicitées dans le langage ou dans la variété de langages qu'utilisent les utilisateurs. Et ça permet de déclencher des logiciels qui ont été créés par ailleurs, par des utilisateurs ou par des sociétés, de manière à traiter, c'est-à-dire effectuer les opérations qui sont reliées à ces commandes particulières. Alors, ça ressemble évidemment beaucoup à un operating system si on regarde les choses de très loin. Parce que dans tous les systèmes d'exploitation, il y a évidemment aussi des commandes, des principes, des normes, etc. Donc, il en va de même pour RINA, mais ce qu'il y a, c'est que c'est ce qui n'existe pas dans les systèmes d'exploitation, c'est que vous pouvez remplacer un morceau d'un système RINA par un autre morceau développé par d'autres institutions ou d'autres individus, pourvu qu'ils utilisent les mêmes commandes, eh bien, ils pourront fonctionner ensemble pour le simple fait qu'ils respectent les mêmes conventions de sémantique et les mêmes structures d'information, les mêmes structures de données. Donc ça, c'est une manière de permettre d'abord une grande diversité de réalisations. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, spécialement ceux qui cherchent à avoir des monopoles, mais dans la mesure où les choses sont parfaitement documentées et implémentées, bien sûr, bien ça veut dire qu'on peut remplacer un morceau de système par un autre dans la mesure où les commandes prévues ou le traitement de ces commandes ont été rédigées d'une manière qui soit compatible. Vous me direz, en fait, ce n'est pas très différent des systèmes de langue. Dans les langues, il y a aussi des mots, il y a des règles de syntaxe, mais quand on connaît ce qu'un mot veut dire dans une autre langue, eh bien, ça veut dire qu'on est capable de parler 2 langues, ou 3, ou 4, ainsi de suite. Donc, on peut dire, dans une certaine mesure, RINA, on pourrait l'appeler, bien que ce ne soit pas rigoureusement correct, on pourrait l'appeler un système de multilangage. Alors, RINA, même si John Day a fait son livre en 2009, il a fallu le temps que ça perfuse un petit peu dans la communauté des chercheurs. Louis a reçu son livre très vite, il a vu tout de suite que c'est très intéressant. Et dès 2015, il y a eu une action envers l'Union européenne où il y a eu pas mal de dîners avec des commissaires européens à Bruxelles, où lui leur a expliqué qu'on avait ils avaient raté Internet, qu'il ne fallait pas rater RINA. Donc, il y a eu pas mal de réunions et de fait,
RINA a été lancé grâce au fonds de l'Union européenne qui a beaucoup abondé la recherche sur RINA. Là, vous avez l'URL donc où tout est centralisé. Ça correspond au service de John Day à l'université de Boston. Hein. Le nom Louis, ils ont pris le nom de Louis, mais Louis n'a rien à voir avec ce site. Voilà, donc RINA, ça a été donc initié aux US et développé en Europe, parce que les Américains, à part le groupe de Boston, il n'y a pas vraiment personne aux États-Unis ne s'intéresse vraiment à RINA, pas du tout. Alors qu'en Europe, c'est vraiment, il y a pas mal de, il y a une collaboration d'abord, des labos qui se partagent bien le travail, avec Dublin, la recherche fondamentale, et Barcelone, la recherche des usages. Depuis 2017, quand même, il y a presque plus de 300 chercheurs. En 2019, il y a eu une réunion, on était 300, donc c'est assez important. Il n'y a pas beaucoup encore de réalisations concrètes. On en découvre un petit peu tous les jours. Hein. Il y a Ericsson, Telefonica qui travaillent beaucoup la 5G à partir de RINA. Il y a des projets innovants sur le Wi-Fi déployé à bord d'un Airbus A320. Ça, c'est fait par l'université d'Oslo. On a appris aujourd'hui qu'il y avait un gros projet en Asie qui commençait à avoir le jour. Donc, ça commence vraiment à bouger. Et tout ça, on a toutes les informations sur RINA. C'est à Paris, parce que John Day adore Paris. Ça lui donne l'occasion de venir une fois par an à Paris. Donc, il y a une conférence qui s'appelle ICIN. Et ICIN, c'est toujours fin février. Donc là, vous trouvez icin-conférence.org et vous tombez sur toutes les conférences. Et dedans, il y a des journées RINA. Au début, il y avait deux workshops et maintenant, sur 3 jours, il y a 2 jours RINA sur cette conférence. Donc, en 2020, c'était le 28 et le 29 février. Donc, c'était vraiment juste avant le premier confinement. Il y avait beaucoup de monde. Il y a tous les Américains qui débarquent, les Canadiens, il y a vraiment tout le monde. Donc, c'est très intéressant. Les projets RINA. Donc, les projets RINA. Alors, en 2018, l'Arménie a adopté RINA pour essayer de se sortir du piège de la langue cyrillique d'un côté et de la langue turque de l'autre. Ce n'est pas forcément gagné avec les événements récents, mais RINA Arménia est un projet qui tourne. Il y a vraiment une équipe. Bon, là, pour l'instant, la moitié était partie faire la guerre, donc ça s'est un peu arrêté. Mais il y a vraiment des ingénieurs à Erevan, l'Arménie étant un pays très, très fort au niveau numérique. Donc, eux, leur projet, c'est de connecter tout le pays en RINA pour des raisons de sécurité, de rapidité, etc. Et leur ambition, c'est de devenir le centre de formation à l'université d'Erevan parce que les Arméniens parlent toutes les langues. Donc, ils parlent au moins le français, l'anglais, le russe, l'arabe, etc. Donc, c'est un projet qui tourne bien. On espère que ça va reprendre très vite. Il y a beaucoup de plateformes de développement en Europe avec des projets. Bon, Irati, c'est un projet pour faire voir ce que pourrait être RINA. ArcFi aussi. Il y a pas mal de projets en cours. Tout ça, ce sont donc des structures qui soit dépendent d'une université comme Oslo, soit Irati dépend aussi, c'est l'université de Barcelone. Prix ArcFi, je crois que c'est allemand. RINA-SIM pour la 5G, etc. Alors RINA, on vous en parle. Qu'est-ce qui fait que RINA est extraordinaire? Quelques-unes des caractéristiques de RINA, quelques-unes, hein, parce qu'il y en a plus que ça. Si vous allez sur la page Results à cousinesociety.org, vous en aurez beaucoup plus. Mais ce qui est important, c'est la gestion de la mobilité. Donc, c'est fini d'avoir des développements pour un mobile, pour un PC, pour un Mac, pour ceci, pour cela. RINA, c'est un développement pour tout. La sécurité by design, parce que c'est sécurisé puisque
les adresses ne sont pas publiques, les DNS, les noms de domaine, etc. Il n'y a plus de nom de domaine pratiquement, donc tout ça, ce n'est pas public. Mais une gestion du réseau facilitée, puisque c'est récursif, c'est des couches, mais c'est beaucoup plus simple. Une qualité de service avec des tests de vitesse qui nous ont assez étonnés. Alors, la métrique de RINA, c'est pour l'instant, c'est en laboratoire. Il va falloir le confronter au réel. Mais en laboratoire, RINA va plus de 1000 fois plus vite que TCP/IP. Donc, c'est des métriques absolument étonnantes. Il y a aussi la récursivité. On n'a pas besoin de coder et de concevoir des protocoles à partir de rien puisque c'est récursif. Récursif, ça veut dire qu'on réutilise avec très peu de commandes, on refait les mêmes choses et on partage les développements. Voilà, donc ça c'est très important. Et bon, pour terminer sur RINA, donc en Europe, OpenRoute, c'est une racine ouverte, vous avez vu, on peut vendre des TLD à des clients qui en ont besoin, mais c'est aussi le lien entre RINA et TCP/IP. Parce que quand on est dans le monde TCP/IP, quand on est dans le monde de RINA, c'est deux mondes différents. Comment on fait pour aller de l'un à l'autre? Donc, en Europe, John Day, on en a discuté avec lui, il est d'accord pour que OpenRoute soit ce qu'on appelle le diff allocator. C'est des termes très barbares qui signifient que c'est donc un translator entre OpenRoute TCP/IP, TCP/IP OpenRoute pour pouvoir intégrer RINA sans attendre que tout le monde soit passé sous RINA parce que ça ne va pas se faire en une seule fois, même si ça va vite. Et OpenRoute, donc OpenRoute, on peut faire des RINA. Il y a l'Internet Legacy que OpenRoute gère très bien. On gère très bien la racine de Google. On gère aussi la racine chinoise, donc la vraie en Chine, la racine arabe et la racine russe qui est apparue il y a maintenant 1 an dans le monde de l'Internet. Bon, DIF, ça veut dire Distributed Inter, je ne sais plus quoi. Interoperability, non? Non, je ne sais plus très bien. Inter quelque chose, mais je ne sais plus lequel. Je ne sais pas. Oui, c'est Function. Function, oui. Oui, c'est des signes. Il y a un nombre de sigles. Quand on va sur le document qui est absolument public, qui explique RINA en anglais, mais Jean-Jacques Urban Galindo a traduit ce document et il a fait un RINA pour les nuls qui est de toute, qui est vraiment, qui mérite d'être connu et d'être diffusé. Et donc, quand on va sur le document de l'ETSI, je crois qu'on l'a dans les liens. Non, on n'a pas l'ETSI. Non. Si, l'ETSI, voilà, etsi.org. Donc, c'est assez récent, hein, février 2019, fut l'année 2020 qu'on a passée. L'année 2009, c'est très récent. Donc, il y a, je crois, sur 60 pages, il doit y avoir 10 pages de sigles. Donc, il ne faut pas trop s'arrêter à ça parce que c'est assez déprimant. Mais c'est quelque chose bon, qui est très, très pointu. John Day est quelqu'un d'extrêmement minutieux. Chaque virgule compte. Et c'est très important pour lui. Mais ensuite, il y a des concepts tout à fait qui n'étaient pas inconnus parce que ça existait dans d'autres systèmes. Je veux dire, le fait dans RINA, par exemple, de pouvoir définir l'accès à des systèmes que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on peut faire une recherche, si on veut par exemple s'adresser à une fonction qui existe ou à un sous-système qui existe ailleurs, eh bien, ce qu'il faut, c'est savoir qu'il existe. Ensuite, on peut faire des recherches dans des tables qui peuvent toujours être obtenues parce qu'il suffit de demander le système au-dessus, le système hiérarchique. Et ça permet ensuite d'envoyer vers un système dont on ne s'est jamais servi, mais dont on sait qu'il existe. On peut lui envoyer un diff qui correspond au système que l'on recherche, dont on veut l'utilisation. C'est-à-dire un système qui va permettre, dans le système distant, de pouvoir créer les tables
les tables de routage, les tables de définition d'adresse et de définition d'application ou de pointeurs en tout genre. Et donc, ça crée, alors qu'on n'y est jamais allé, ça peut créer en fait une branche qui correspond aux caractéristiques du système dont on veut se servir et qui permettra donc de s'en servir à distance, même si ce n'est pas le même système. Alors ça, c'est un concept qui n'était peut-être pas prévu au départ. Je crois que c'est John Day qui l'a découvert, enfin qui a réfléchi à ça et qui l'a rendu possible. Donc, il faut dire qu'au départ, ça n'a pas été la grande fête à avoir RINA, parce que ça ne plaisait pas à l'ICANN, bien sûr, mais en plus, les gens réfléchissaient au fait que lancer un nouveau système avec des nouvelles commandes, avec des nouvelles structures, c'est beaucoup de travail. Et puis, il y avait quand même déjà à l'époque beaucoup de responsables d'informatique dans les entreprises qui préféraient garder les commandes. Donc, il ne tenait pas beaucoup à avoir des transformations importantes. Alors, ce qui fait que quand John m'a envoyé son bouquin, je l'ai lu, j'ai dit c'est formidable. Et j'ai commencé à titiller les gens de la communauté que je connaissais pour qu'ils commencent à mettre de l'argent dans ce genre de développement. Mais il a fallu 2 ans au moins pour qu'ils commencent à mettre de l'argent sur RINA. Avant, ils mettaient ça dans des applications sur l'ICANN, quoi. Donc, ça n'apportait rien à l'Europe. Pas grand-chose. Donc là, vous avez, donc, pour en savoir plus, ça aussi, donc, les biographies que j'ai commises avec un journaliste technique fabuleux. La même chose en anglais qui a été traduit donc, par une traductrice anglaise et qui a été ajoutée, qui a été abondée par John Day. Et puis là, depuis le mois d'août, Louis est un héros de roman, puisque le livre Comédie française de Éric Reinhardt, qui a beaucoup de succès en librairie, il en a vendu plus de 350 000 là, au mois dernier. Le fil rouge, c'est l'arrêt de Cyclades par Giscard au profit du Minitel. Voilà. Donc, les gens découvrent, les gens qui ne sont pas techniciens, qui ne sont pas chercheurs, grâce à ce livre très, très romancé, puisqu'il y a plein d'histoires dans l'histoire, découvrent que l'Internet aurait pu être français, c'est peut-être beaucoup dire, mais au moins aurait pu être européen. Voilà, je vais arrêter le partage pour qu'on se voit. Voilà. Donc, vous avez donc ce livre-là sur Louis. Alors, c'est une bio. Si vous voyez à l'envers ou à l'endroit. Oui, à l'endroit, c'est tout bon. Ouais, non, c'est bon. Hein. C'est tout bon. Comme toutes les biographies, ça part de sa naissance et ça va jusqu'à aujourd'hui. Donc, et la fin, c'est l'explication de Rina beaucoup plus écrite que ce que l'on vous a présenté là. Donc, c'est beaucoup plus, on explique plus intellectuellement le cheminement pour aller vers Rina et pourquoi on est arrivé là. Et il n'y a pas de raison de penser que c'est fini. Ah non. On travaille tous les jours sur Rina et plus on travaille, plus il y a des nouveautés. Oui. C'est que le début. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant et pour la connaissance que j'avais sur Rina, je pense que, enfin, moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup plus et je pense que tout le monde aussi. Il y a eu pas mal de réactions et de questions dans le chat. Donc, on va vous en poser quelques-unes. Avant ça, Louis et Chantal, je voulais vous remercier vraiment parce que c'était très intéressant. Et effectivement, c'est pas la fin. Je pense que c'est que le début d'une belle aventure. Louis et Chantal, je vous remercie 1000 fois vraiment d'avoir pris du temps. Je vous en suis très reconnaissant. Et puis, au plaisir de se voir en présentiel la prochaine fois. Ce sera... Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore beaucoup. Et puis, je vous dis très contribuer à la diffusion du savoir. C'était l'objectif. Et ce soir, en tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour vous écouter. Donc, je pense que la mission est accomplie pour la journée. Voilà. Ok, bonne soirée. Bon, eh bien, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Excellente soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.